Il était sans doute évident dès l'instant où j'ai ouvert la bouche que ma maîtrise du français était imparfaite. Mais j'étais déterminé à faire preuve aujourd'hui du même respect que lorsque la situation est inversée. Je vous offre cette conférence dans un esprit de collégialité, d'amitié et d'humilité. Pour votre indulgence face à mes maladresses, merci. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues pour l'accueil cordial qui m'a été réservé et à souligner le rôle de la Société canadienne des études classiques dans la venue de mes collègues ici aujourd'hui. En plus de son congrès annuel, la Société offre des bourses d'études, organise des concours de traduction et de rédaction pour les étudiants, publie 2 périodiques scientifiques et parraine également des tours de conférences régionaux. Moi-même, je travaille à l'Université de Manitoba, mais cette semaine, je vais parcourir l'Est de l'Ontario et le Québec pour offrir des conférences dans 6 villes. C'est grâce à la Société que tout cela est possible. L'une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'offrir cette tour de conférence est que mes recherches sont atypiques, voire rares. J'adore les faire découvrir aux autres. Je suis un papyrologue. J'étudie des papyrus, c'est-à-dire les textes grecs anciens écrits sur papyrus et autres surfaces d'écriture portable qui ont été préservés, mais souvent sous une forme assez fragmentaire. Cette discipline de niche des études classiques est apparue à la fin du 19e siècle, lorsque des milliers d'entre eux ont été découverts dans les ruines d'anciennes colonies à travers l'Égypte. Elle nous a donné des œuvres de la littérature ancienne qui n'ont pas survécu grâce à la tradition manuscrite médiévale, et également un trésor de la documentation que les historiens peuvent éplucher, des récits comme celui-ci, mais aussi des comptes rendus et de la correspondance personnelle et officielle. Même quand ils semblent illisibles, comme ça, je suis constamment conscient, c'est vraiment passionnant, je m'excuse. Quand je lis des papyrus, je suis constamment conscient du fait que ce que je regarde n'a probablement pas été vu depuis plus d'un millénaire, parfois 2, et que cela pourrait bouleverser ce que nous pensons savoir sur quelque chose. Mon sujet d'aujourd'hui est les papyrus d'un village appelé Caranis, et en particulier la façon dont certains d'entre eux se trouvent à une intersection très curieuse entre les fouilles archéologiques et le marché des antiquités dans l'Égypte de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Pour la plupart des papyrus achetés sur le marché des antiquités, leur origine est un mystère. Et lorsque les chercheurs les localisent, c'est parce que le contenu du texte nous donne une raison de le faire. L'inverse est vrai pour les papyrus qui ont été exhumés lors d'une fouille contrôlée, comme celle qui a eu lieu à Caranis. Comme vous le verrez, nous avons d'assez bonnes informations sur les lieux où ils ont été découverts. C'est une situation de l'un ou l'autre. Nous ne le savons généralement pas, sauf si nous le savons. Mais mes recherches sur l'archéologie de Caranis et de ses papyrus m'ont conduit à localiser certains textes achetés dans la réalité archéologique. Et cette découverte a des implications sur notre compréhension du site. Aujourd'hui, j'ai quelques points à aborder. Je vous présenterai la papyrologie à de ses bases et je vous présenterai Caranis, à la fois son histoire ancienne et ses fouilles modernes par les archéologues. Avec ce contexte en place, je vais explorer avec vous l'archéologie muséale des papyrus de Caranis depuis les premiers jours des acquisitions papyrologiques à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Qui les a achetés et quand? Et quel chemin ont suivi les papyrus jusqu'à leur institution moderne? Dans la dernière partie de la conférence, je me tournerai vers quelques cas uniques où le marché et les fouilles se chevauchent, en me concentrant plus particulièrement sur un groupe de papyrus d'un quartier de Caranis qui concerne un certain Michalos,
fils de Péthée. L'existence des papyrus était connue depuis longtemps. En 1752, par exemple, des centaines de papyrus carbonisés furent découverts à Ucculanum, près de Pompée, dans ce que devint la ville de papyrus, photographiée ici dans sa forme restaurée au musée Getty de Malibu. Mais la discipline de la papyrologie prit véritablement son essor à la fin du XIXe siècle, puisqu'en 1876, une énorme cache de papyrus fut découverte dans le Fayoum, entouré ici, dans les dépôts d'ordures de l'ancienne capitale de région, un village appelé Crocodilopolis en grec, et aujourd'hui simplement Fayoum. Les antiquités égyptiennes étaient depuis longtemps prisées des Européens. Voici la galerie du célèbre marchand carotte Maurice Nachman, remplie d'antiquités à vendre. Mais la première découverte du Fayoum inaugura un marché de papyrus et les expéditions visant à les récupérer prolifèrent rapidement. Ces expéditions furent menées à la fois par des marchands égyptiens et par des érudits européens, travaillant généralement sous concession du service des antiquités égyptiennes. Parmi les exemples célèbres, citons les fouilles de Gurob par Flinders Petrie, où des papyrus furent découverts pour la première fois dans un cartonnage de momies ptolémaïques, d'Oxyrhynch par les érudits anglais Bernard Grenfell et Arthur Hunt, et Dermopolis par Otto Rubensohn. Comme vous pouvez le voir sur cette photo de Grenfell supervisant la main-d'œuvre égyptienne à Oxyrhynch, ces premières fouilles n'étaient pas exactement scientifiques, selon les normes de l'archéologie moderne. La poussière devait être incroyable. Les découvertes ont néanmoins fait à la une des journaux, car parmi les textes conservés sous papyrus figuraient des nouvelles œuvres de la littérature classique qui n'ont pas survécu grâce à la tradition manuscrite médiévale et que l'on croyait perdues. Un bon exemple, comme vous pouvez le voir, est la poésie de Sappho. It praises love, of course, note cet article du New York Times. Voici plusieurs fragments de ce rouleau qui sont maintenant conservés à la bibliothèque Bodleian d'Oxford. Le papyrus préserve des parties du premier livre de l'édition alexandrine de sa poésie, y compris un détail célèbre ici en bas, de la fin du livre, indiquant que la rouleau contenait 1320 stichoi, c'est-à-dire 330 strophes saphiques. Il y aura d'autres découvertes de ce genre. Voici l'une des pages survivantes d'un codex de l'Antiquité tardive contenant la poésie de Sappho. Voici un papyrus de l'époque ptolémaïque, maintenant à Cologne, dont la découverte a été annoncée en 2004. Il contient le chant de Titon de Sappho. Il s'agit d'un célèbre ostracon conservé à Florence, dont le texte est très difficile à lire et qui est aujourd'hui connu sous le nom de fragment numéro 2 de Sappho. Il s'agit de l'un de mes préférés, l'un des deux papyrus survivants qui conserve des parties de son fragment 44, un poème sur le mariage d'Hector et d'Andromaque. Et il s'agit d'une découverte très controversée, faite en 2014, de deux nouveaux poèmes de Sappho qui ont fait surface via le marché noir, bien que ces détails importants n'aient été révélés que des années plus tard. Il est maintenant en possession des autorités en Angleterre. Lorsque je dis que la papyrologie a révolutionné notre connaissance de ce poète très célèbre, je n'exagère pas. Et il en va de même pour de nombreux auteurs, ainsi que pour l'histoire ancienne, qui dispose désormais d'une quantité abondante de documentation sur l'administration et la vie quotidienne des Égyptiens vivant sous la domination ptolémaïque et romaine.
Le site de Karanis est situé au sommet d'une monticule à la limite nord du Fayoum, à environ 8 km à l'est du rivage de Birket Karun, le lac dont le niveau d'eau était régulé dans l'Antiquité par un réseau de canaux qui irriguait également le Fayoum avec l'eau du Nil. Les canaux étaient des projets pharaoniques et le Fayoum était historiquement une région agricole. Mais Karanis est l'une des nombreuses colonies grecques établies par les premiers Ptolémées dans cette région. Le nom du village dérive de Karanos, un fondateur mythologique de la dynastie des rois macédoniens argades. D'autres toponymes de cette région sont également dynastiques et servent à promouvoir le programme hellénisant des Ptolémées. Il existe des villages nommés Dionysias, Théadelphia, Philadelphia, Bachias, aussi grecs que possible. La plupart des gens attribuent la fondation de Karanis au règne de Ptolémée Philadelphe. La première attestation du village se trouve dans ce papyrus, daté du 25 juillet 243 avant Jésus-Christ, soit seulement quelques années après sa mort. L'archéologie, quant à elle, n'a découvert aucune preuve de l'existence de Karanis à l'époque pharaonique. L'histoire de l'archéologie à Karanis remonte à 1890, à une époque où le nom antique de la colonie n'était pas encore déterminé. Lors d'une étude de Fayoum en janvier 1890, Flinders Petrie a reconnu que l'ancienne ville du Com était le site le plus important du district. Quelques années plus tard, au cours de l'hiver de 1895-96, David Hogarth et Bernard Grenfell ont identifié le site comme étant l'ancien Karanis, alors qu'il y fouillait des papyrus. Cette étiquette de momie, qui se trouve maintenant ici à Canada, au Musée royal de l'Ontario, a été la preuve concluante de l'identification qu'ils ont découvert. Le texte grec fournit des instructions pour l'expédition, envoyée à Protachos, à Karanis, dans le nom arsinoïde. Alors que les fouilles de Hogarth et Grenfell visaient spécifiquement à l'acquisition de papyrus, les publications issues de leurs travaux accordent une attention surprenante à l'archéologie et une combinaison de documents d'archives et de leur correspondance personnelle jette un éclairage important sur l'état du site à l'hiver 1895. L'exemple le plus intéressant de ce dernier est une entrée ancienne du journal de Hogarth, dans laquelle il rapporte que le Com a été beaucoup travaillé, well worked, au sud-est et au sud-ouest, que de nombreuses maisons sont restées intactes au nord et au nord-ouest, et que Ali Habibi a travaillé 6 jours, Dimitri aussi, mais pas Farak. Komashim avait déjà été inspecté par les agents des marchands à leur arrivée, et Hogarth et Grenfell n'ont passé que 10 jours à inspecter le temple, les maisons et la nécropole de Karanis avant de transférer leurs fouilles sur le site de l'ancien Bachias. Ils avaient clairement espéré de meilleurs résultats de leur travail. Mais lorsque les fouilles n'ont pas été immédiatement fructueuses, les deux hommes ont rapidement conclu, sur la base de la condition du Com, qu'ils avaient été battus à plat couture et que leur énergie serait mieux employée ailleurs. Ces fouilles se poursuivront au cours des décennies suivantes. Au moment où l'Université de Michigan obtint une concession et fit les préparatifs nécessaires pour creuser à Komashim dans les dernières semaines de 1924, des années de fouilles informelles et d'extraction de sébac avaient considérablement modifié la topographie du site. 29 years had elapsed since Grenfell, Hunt, and Hogarth had last dug at Karanis. In the interval, the mound had been subjected to the unceasing attacks of Sebak diggers who had operated with light railways
as well as with the usual beasts of burden. The extreme eastern and western parts of the town had practically disappeared, and the southern face of the mound had been plundered extensively. A great gap had been made in the center of the mound, stretching from its southern nearly to its northern limits. Around this irregular, crater-shaped hole, the remaining portions of the mound formed a sort of rampart, in some places 30 or 40 feet high. Le propriétaire du train en question était la Daïra Agnelli, titulaire d'un permis d'extraction d'environ 200 mètres cubes de sébac par jour. Dans la partie centrale du cône, où se trouvaient les têtes de ces voies ferrées, elle avait creusé jusqu'au substratum rocheux, détruisant toute trace de l'ancien village. On peut voir les traces des lignes de chemin de fer sur cette célèbre photographie aérienne du site, prise en 1924. La longue histoire des fouilles à Komaushim est significative. Il y avait d'autres pelles dans le sol au-delà de celle de la fouille de Michigan. Considérez l'exemple suivant. Vous regardez des fragments d'un énorme rouleau du livre 18 de l'Iliade et remarquez qu'il y a 3 numéros d'inventaire distincts qui lui sont associés. Le papyrus n'a pas été acquis en une seule fois, mais à 3 reprises distinctes, à des années d'intervalle. Le premier fragment, numéro 2, faisait partie de l'achat fondateur de papyrus du Michigan, qui a été effectué en février 1920, lorsque Francis Kelsey s'est rendu en Égypte pour acheter du matériel de recherche, dans le but précis de créer une collection pour Michigan. Il s'est associé à Bernard Grenfell, qui travaillait alors au Caire, et le numéro 2 est devenu l'une des nombreuses pierres angulaires de la nouvelle collection. À l'extrême droite se trouve numéro 3160, acheté à la marchande Condilius en juillet 1925, soit 5 ans plus tard, fait partie du même rouleau de l'Iliade 18. Ce fragment conserve enfin une partie de la colonne de numéro 2 qui est conservée sur la côte gauche de la photo. Ce qui me stupéfie, c'est le fragment central, numéro 2755A. Croyez-le ou non, il n'a pas été acheté, mais a été exhumé par l'équipe de Michigan à Karenis au cours de la saison 1924. Sur la base de ce fragment plutôt petit, nous savons que le rouleau entier provient également de Karenis. Les fouilles de l'Université de Michigan à Karenis se sont déroulées de 1924 à 1935 et étaient remarquables pour leur rigueur à l'époque. L'objectif était de documenter tous les aspects de la vie quotidienne dans l'ancien village, par le biais de l'archéologie, et des registres méticuleux ont donc été conservés. Il est vrai que certains aspects de la méthodologie des fouilles ne sont pas à la hauteur des normes de la science archéologique maintenant. Nous en verrons un exemple sous peu. Mais on trouve des carnets, des photographies d'archives, des cartes et des plans détaillés, ainsi qu'un registre des objets fouillés comprenant des dizaines de milliers d'articles. Voici une photographie colorisée de l'équipe de la 3e saison de travaux. À l'extrême droite se trouve Enoch Peterson, le directeur. Son rapport final sur les fouilles a été achevé, mais malheureusement n'a jamais été publié. Cette triste réalité représente un défi pour ceux d'entre nous qui tenteraient d'étudier Karenis un siècle plus tard. Il existe un nombre considérable de données, mais elles sont parfois difficiles à traiter. Et j'ai souvent l'impression de ne pas faire l'archéologie de Karenis, mais plutôt l'archéologie de Karenis. Parfois, comme vous le verrez sous peu, cela peut être intéressant et fructueux, mais c'est plus souvent un travail
frustrant et laborieux. Après avoir décrit l'histoire de Caranis et les débuts de l'archéologie à Caranis, j'aimerais aborder les papyrus de ce village, dont l'apparition, comme vous l'avez déjà vu, peut souvent être retracée grâce aux documents d'archives des collections qui les abritent aujourd'hui. Des lots de papyrus de Caranis sont rapidement arrivés sur le marché après la première découverte monumentale du Fayoum en 1877. Les plus anciens objets documentés appartiennent au groupe de papyrus achetés par James Andrew Sandilands Grant Bay vers 1888, aujourd'hui à Aberdeen, qui comprend 6 fragments de Caranis. À Berlin, on trouve 137 papyrus de Caranis acquis à l'origine par Heinrich Brugsch en 1891 dans le cadre d'un lot massif de quelque 3000 articles, ainsi que 5 provenant d'achats effectués par Rudolf Mosse et Karl Reinhardt. Ceux-ci sont arrivés à Berlin respectivement en 1894 et 1896. En Amérique, Chicago et New Wilmington sont les foyers des papyrus Caranis achetés par Edgar Goodspeed et le révérend John Alexander vers 1897. À la British Library, quant à elle, les papyrus Caranis sont dispersés sur plusieurs lots acquis entre 1891 et 1903. Particulièrement important pour mes études est son achat de 2 février 1891 au révérend Greville John Chester, mais il existe d'autres acquisitions de Paul Philip, du révérend Chauncey Murch et de Bernard Grenfell. Par l'intermédiaire de Carl Wesley, Grenfell a également vendu un trio de papyrus homériques de Caranis à la Papyrussammlung de Vienne, qui je vais bientôt publier avec l'aide de 2 étudiants. Et parmi les nombreux papyrus vendus par Grenfell à la Bodleian de Oxford, se trouve un seul papyrus de Caranis, auquel s'est récemment ajouté un autre, également à Oxford, qui semble avoir fait son chemin dans la collection de l'Egypt Exploration Society grâce à ses acquisitions personnelles ou à celles d'Arthur Hunt. Il y a pas mal de matériel de Caranis dont la provenance a été raisonnablement identifiée comme Caranis et dont l'acquisition a eu lieu dans les années 1888-1903. D'après mon calcul, il y a environ 300 papyrus, auxquels il faudrait également ajouter le matériel fouillé par Hogarth et Grenfell à Caranis pendant la saison 1895, soit 16 autres papyrus. À l'époque où les acquisitions papyrologiques étaient florissantes, de nombreux papyrus étaient acquis sur le marché des antiquités égyptiennes. C'est un mérite pour la science papyrologique que, même sans beaucoup de données archéologiques, un examen minutieux des textes est permis d'établir avec certitude tant de choses usées. Dates, noms, toponymes, détails sur les enjeux commerciaux. Tous ces éléments ont été catalogués au point que, pour un voyage, les événements majeurs et les acteurs majeurs d'une année peuvent parfois être reconstitués en détail. La papyrologie cherche constamment à établir des liens entre les personnes, les lieux, les dates, les types de textes et à rassembler progressivement une image plus large et plus complexe de ce que nous savons. Une bonne illustration de cette tendance des papyrologues à assembler les pièces est fournie par les quelques 300 papyrus Caranis acquis par achat dans les premières années, parmi lesquels ont été identifiés un certain nombre de personnages importants autour desquels se sont regroupés des tas de textes. Dans l'énorme lot acheté par Heinrich Brugsch pour la collection de Berlin en 1891, par exemple, se trouvent des groupes de textes concernant Aurelius Longinus,
alias Zosimus, Sabinus, fils de Zosimus, et Tapitius, fils de Ptoléméos. Il a même livré une paire de textes sur un Ninaros, alias Ptoléméos, ce qui n'est pas un nombre énorme, bien sûr, mais qui est néanmoins intriguant car la papyrologie a identifié un troisième texte impliquant Ninaros. Aujourd'hui, à Londres, j'ai haussé un sourcil lorsque j'ai découvert que ce papyrus londonien avait également été acquis en 1891, tout comme ses frères berlinois. Ces groupes de textes sont-ils des simples coïncidences ou laissent-ils entrevoir quelque chose d'important quant à leur origine dans les archives archéologiques de Caranis? Étant donné la chronologie de leur acquisition, on ne peut s'empêcher de se demander si certains d'entre eux n'ont pas été découverts ensemble. L'achat de Bruges est bien trop important pour que l'on puisse tirer des conclusions concrètes. Il comprenait quelques 3000 articles, dont seul un petit pourcentage a pu être localisé à Caranis. Et il me semble donc certain qu'il s'agit d'un lot hétéroclite de papyrus provenant de toute l'Égypte. Mais en comparant les différentes acquisitions qui ont été faites au cours de cette période, on rencontre assez souvent des groupes de textes qui sont détenus par différentes collections. Il existe, par exemple, environ 150 récits céréales datant du milieu du IIe siècle qui sont répartis entre Chicago, Berlin et New Wilmington. Presque tous d'entre eux datent de l'automne de la 22e année du règne de Antoninus Pius. Certains, selon leur rédacteur, étaient encore regroupés et liés ensemble lorsqu'il les a acquis. Nous n'avons pas souvent de certitude archéologique sur les papyrus achetés, et je ne prétends pas que nous en avons une dans ce cas non plus. Mais ce sont de bonnes indications que la plupart de ces reçus formaient un seul lot qui a été archivé dans l'Antiquité par les cytologoi de Caranis. Après leur découverte, mais avant leur arrivée sur le marché, ils semblent avoir été divisés, ce qui explique leurs différentes destinations. Les analyses scientifiques ont également permis d'identifier d'autres groupes de papyrus parmi les premières acquisitions. Il existe plus d'une douzaine de textes concernant un certain Michalos, fils de Péthée, qui sont aujourd'hui dispersés à Londres, Berlin et Oxford, ainsi qu'un autre groupe impliquant le vétéran Gaius Julius Apollinaire a été trouvé à Berlin, Varsovie et Londres. Pour autant que nous le sachions, tous ont été acquis à quelques années d'intervalle. Et là encore, nous sommes amenés à nous demander s'il s'agit de coïncidence ou si ces papyrus pourraient partager une origine archéologique. Certains ont-ils peut-être été exhumés ensemble, au même endroit? À première vue, cette question peut paraître fondamentalement insoluble. La réalité des achats effectués sur le marché des antiquités est que les inventaires des marchands ainsi que la composition d'un lot donné sont arbitraires et même potentiellement entièrement aléatoires. Un seul achat peut être constitué de toutes sortes de matériaux, de sources et d'origines différentes. Il faut aussi se rappeler qu'un groupe de papyrus découvert en une seule occasion n'a pas nécessairement été vendu ensemble dans la boutique d'un seul marchand. Néanmoins, l'hypothèse selon laquelle des groupes individuels de textes apparentés sont sortis de terre ensemble est séduisante et, dans certains cas, défendable. Par exemple, aucun autre papyrus appartenant à Tapitius, fils de Ptolémée, n'est connu en dehors de ceux achetés par Bruges. L'acquisition de 4 articles dans un seul lot est cohérente avec une origine archéologique commune.
Il semble parfois particulièrement probable que les papyrus d'une lot achetée soient apparentés. Prenons le cas d'une lot de 37 papyrus actuellement conservés à la British Library de Londres, qui ont été achetés au Reverend Greville John Chester en 1891. Pour la plupart, ces papyrus ont été localisés dans le Fayoum, mais 14 d'entre eux peuvent être placés spécifiquement à Karanis et 7 d'entre eux se rapportent à un certain Mikalos, fils de Péthée, alias Ptolémée, en gras sur la carte. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que les 14 papyrus de Karanis de ce lot sont sortis de terre ensemble. Mais en ce qui concerne les 7 articles de Mikalos, au moins, la situation ressemble à celle des textes relatifs à Tapithius, fille de Ptolémée, acquis par Brugsch. La cohérence d'une poignée des textes au sein d'un seul achat démontre la probabilité d'un accident. Les papyrus de Mikalos ne se limitent pas à leur accumulation fortuite dans le lot de Chester. Il existe également d'autres fragments dans d'autres collections, acquis à peu près à la même période, ce qui fait que ce groupe ressemble à ceux qui étaient regroupés autour de Ninaros alias Ptolémaios. En plus de 7 achetés à Chester en 1891, un trio de pièces à Berlin et un autre à Oxford se rapportent également à ce même Mikalos. Bien que l'origine de 2 de ces 4 autres pièces ne soit pas documentée, les autres ont été achetées respectivement en 1896 et vers 1897-19. En d'autres termes, pour autant que nous puissions le dire, la chronologie d'acquisition reste assez compacte, renforçant la probabilité d'une origine commune pour l'ensemble du groupe. Comme les récits du Cytologoé de Goodspeed, ces papyrus ont peut-être simplement été divisés après leur découverte et avant d'être arrivés sur le marché. Ces dernières années, les recherches sur les papyrus de Mikalos ont connu une explosion, avec à la fois des éditions de nouveaux textes et une réévaluation de l'ensemble. Les 2 copies d'un testament rédigé pour Péthée, le père de Mikalos, qui ont été publiées en 2021, sont particulièrement remarquables pour mes besoins. Contrairement aux textes de Mikalos, sous-mentionnés à Berlin, Oxford et Londres, qui ont été acquis sur le marché des antiquités égyptiens au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, ces testaments ont été exhumés des décennies plus tard par l'Université du Michigan, dans le cadre d'un important cache de matériel papyrologique. Je peux vous montrer où. Ceci est la carte dessinée à la main du quartier de Karanis où les papyrus ont été découverts. Elle a été appelée Zone G par l'équipe de Michigan. Comme vous pouvez le voir, les cartes de cette saison particulière ont été laissées incomplètes. Il est mieux que je puisse faire pour vous et ce plan dessiné à la main. Il s'avère que la zone G était ensevelie sous tellement de sable, de sébac et de débris que tous les bâtiments n'ont pas pu être nettoyés jusqu'à leur fondation, sans parler de permettre une étude et une cartographie détaillée. Pour vous donner une idée de l'ampleur de travail à accomplir, voici une photographie des monticules de sébac que les ouvriers ont accumulés dans la zone G. La cache de papyrus à laquelle appartient les testaments de Mikalos a reçu le numéro du champ 26B17FA dans le registre des objets défouis. Une annotation qui indique à la fois la saison de fouilles, 1926-27, ainsi que le lieu de découverte, la salle F de la maison 17 à l'étage B, le 2e étage.
La maison B17, comme vous pouvez le voir, était située à l'angle nord-est de l'intersection des rues BS1 et BS2. La salle F était un caveau situé sur le côté est du bâtiment, le long de la rue BS2, presque à son extrémité sud. Comme vous pouvez le voir sur la photographie d'archives, il y a une salle supplémentaire à droite, c'est-à-dire au sud, du caveau. Voici à quoi elle ressemblait après la fuite. Et vous pouvez voir d'après l'âge pourquoi la salle F a été décrite comme un caveau. Voici une vue de l'extérieur du bâtiment, depuis la rue BS2 en direction de l'intersection encore non couverte avec la rue BS1. Le petit bout de mur que vous pouvez voir est le mur extérieur du B17. Mais regardez toute la terre que la main-d'œuvre a dû déplacer. Du point de vue de l'archéologie muséale, l'ajout de papyrus acquis par le biais d'une fouille archéologique contrôlée à un groupe plus vaste acquis par achat sur le marché rend les papyrus de Mykonos exceptionnels. À Karanis, comme ailleurs en Égypte, le mode d'acquisition des groupes de papyrus tend à être exclusif, soit d'une manière, soit de l'autre. Mais nous disposons désormais d'un nouveau vecteur de recherche, car il n'a pas encore été possible d'analyser les acquisitions sur le marché en termes de données archéologiques. Vous pouvez probablement comprendre que je suis enthousiasmé par les nouvelles possibilités, mais je ne veux pas plus m'avancer. Le témoignage d'un seul lieu de découverte n'est pas grand-chose, d'autant plus qu'il ne démontre pas réellement de relation entre les textes achetés et ceux issus de fouilles au-delà de Mykonos. Heureusement pour nous, cependant, le lot de Chester de 1891 révèle une autre intersection significative. Parmi les 14 papyrus de Karanis de ce groupe, qui, je vois le rappel, forment le noyau de papier de Mykonos, se trouve le papyrus 155 de la British Library, dont les deux faces conservent respectivement une étude de chirurgie fragmentaire sur les méthodes de réduction des luxations de la mâchoire et des vers colymbiques attribués à Kerkudas. Bien qu'il n'y ait aucune indication interne de provenance, nous savons que ce papyrus provient de Karanis, car les fouilles de Michigan ont découvert un fragment supplémentaire. Les papyrus réunis ont été publiés en 2015 dans le deuxième volume des papyrus de Caire provenant des fouilles de Michigan. Il n'y a, à mon avis, que peu de doutes sur le lien. Comme vous pouvez le voir, l'écriture manuscrite ici de l'étude de chirurgie est identique sur les deux fragments. Et si nous retournons les deux fragments pour consulter le verso, la même chose est vraie. L'écriture manuscrite du texte au verso est la même sur les deux fragments. Je serais étonné qu'il ne s'agisse pas à l'origine de deux parties du même livre. Les conclusions de l'archéologie propre et celles de l'archéologie muséale se recoupent directement et les témoignages combinés des papyrus de Mykonos et de l'étude de chirurgie fournissent un témoignage convaincant sur la provenance. Tous deux ont été acquis par une combinaison des fouilles et des chats, et les fouilles et l'achat en question étaient également des événements singuliers, ce qui renforce le lien entre les deux, à mes yeux, et que les lieux de découverte des fragments fouillés sont étroitement liés. Je vous ai déjà présenté la salle F de la maison B17 de la zone G où les testaments de Mykonos ont été découverts. Les fragments fouillés de l'étude de chirurgie, quant à eux, ont reçu le numéro de chambre 26B12LA dans le registre des objets du Michigan. Ce numéro, pour rappel, indique non seulement la saison de sa découverte, 1926, mais aussi le lieu de découverte,
à savoir la salle L de la maison 12 à l'étage B, la cour de cette structure. Comme vous pouvez le voir sur le plan de la zone G, le chevauchement avec les testaments fouillés du père de Michalos est évident. Les papyrus ont été fouillés pendant la même saison et leurs lieux de découverte sont étroitement liés dans la réalité archéologique. Les maisons B12 et B17 sont situées sur des coins diagonalement opposés l'une à l'autre, à l'intersection des rues BS1 et BS2. Il n'y a pas grand-chose dans les archives photographiques pour illustrer à quoi cela ressemblait, mais cette vue, qui regarde vers le nord dans B12H et B12K, a probablement été prise du point de vue de salle L. Vous vous souviendrez que j'ai commencé par observer que la cohérence d'une poignée de textes au sein d'un seul lot de papyrus achetés contredit la probabilité d'un accident ou d'une coïncidence. J'ai également admis à l'époque, cependant, que, comme la composition de tout lot acheté est arbitraire et potentiellement même aléatoire, il n'y avait aucun moyen de tester cette hypothèse, de l'élever du stade de l'inférence à celui de la réalité. Mais les données archéologiques associées aux fragments fouillés modifient considérablement la situation et confirment la cohésion d'au moins certaines parties du lot acheté. Les papyrus de Michalos et l'étude de chirurgie du lot de Chester à Londres peuvent désormais être associés à deux structures distinctes dans un quartier particulier de Karanis, qui se trouve à quelques mètres l'une de l'autre dans la zone G. Le témoignage de l'étude de chirurgie est particulièrement important à cet égard. S'il s'agissait d'un simple papyrus de Michalos, on pourrait objecter qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Peut-être que Michalos était un personnage plus important que nous ne l'avons encore réalisé. Mais comme l'étude de chirurgie n'a aucun rapport avec Michalos ou sa famille, pour autant que nous puissions le savoir, la conclusion est plus convaincante. Des papyrus distincts de deux mêmes groupes sans rapport les uns avec les autres apparaissent à la fois dans le lot de Chester et dans la réalité archéologique. Bien sûr, cela pourrait aussi être une coïncidence. Mais l'échange que des fragments de deux mêmes ensembles de textes sans rapport les uns avec les autres apparaissent à la fois dans un seul achat et lors de la fouille contrôlée d'un quartier me semble astronomiquement faible, à moins, bien sûr, que les articles achetés proviennent également de ce quartier. La localisation des fragments achetés dans la réalité archéologique a deux conséquences logiques importantes. La première est que la réalité archéologique de la zone G était déjà perturbée par les fouilles en 1891, lorsque le lot de Chester a été acquis. Au-delà de ce que nous savons des fouilles précédentes et d'autres fouilles sur Comalchim, nous avons donc un terminus antequem pour au moins un exemple de fouilles historiques dans un quartier spécifique de Karanis. Si certains des papyrus de Karanis dans le lot Chester de Londres proviennent de la zone G, alors la zone G a été sondée et a livré des papyrus sur le marché à un moment donné avant 1891. Il se peut très bien qu'elle ait été fouillée à d'autres occasions également, mais il est également clair que plus de 30 ans plus tard, l'équipe du Michigan est revenue dans ce quartier et a trouvé d'autres fragments du même groupe. Je tiens à souligner la probabilité d'autres cas de fouilles. Il existe d'autres papyrus de Michalos, rappelons-le, à Berlin et à Oxford, dont les acquisitions remontent à la fin du XIXe siècle. Nous ne savons pas s'ils ont tous été découverts ensemble à la même occasion et exactement au même endroit, mais même si ce n'était pas le cas,
les vestiges archéologiques de ce quartier ont clairement été perturbés au cours de ces années, et davantage de matériel a peut-être été remué ou déplacé par un processus secondaire. On accuse parfois les papyrologues d'être incompétents en archéologie, de s'intéresser davantage aux textes qu'aux objets qui les préservent. Et compte tenu de ce que nous avons vu à propos des nombreuses fouilles de papyrus, il y a pas de vérité dans cette accusation. Mais même si l'histoire de la papyrologie n'est pas celle qui met l'accent sur l'archéologie, et en fait peut-être parce que l'histoire de la papyrologie ne met pas l'accent sur l'archéologie, il y a des avantages à intégrer les données archéologiques dans le travail d'édition et d'étude des textes. J'aime mes textes autant que n'importe quel papyrologue, mais je m'intéresse aussi à leur origine et à la façon dont nous savons ce que nous pensons savoir à leur sujet. Et ce type de travail nécessite une approche plus interdisciplinaire du matériel. Je ne fais que commencer à rassembler les données fournies par l'archéologie muséale et l'archéologie propre, mais je pense qu'il s'agit de nouvelles voies prometteuses vers un type de papyrologie plus holistique. Merci.